Et ce chant très émouvant, c'est ce qu'on appelle un gospel, qui a été rédigé et interprété sur les réseaux sociaux par un enfant de 12 ans, un jeune noir américain, effectivement, qui expliquait qu'il était un jeune noir et qu'il avait envie de vivre. Ça vous donne une idée, effectivement, de l'émotion qui a parcouru les États-Unis après la mort de George Floyd, des suites de son interpellation. On accueille tout de suite mon premier invité, Jean-Éric Brana. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences spécialisé dans la société et la politique américaine à l'université Paris-Assas. Vous êtes auteur du livre « Rien ne sera plus comme avant, l'Amérique au temps du coronavirus ». C'est publié chez VA Éditions. Alors effectivement, ce livre, c'était sur l'Amérique au temps du coronavirus. On est en plein dedans. Vous aviez imaginé beaucoup de scénarios, mais est-ce que vous aviez imaginé que le pays s'enflamme en moins d'une semaine à la suite, effectivement, de tout ce qui a tout l'air d'être une bavure policière? Alors tout le monde avait un petit peu imaginé qu'il allait avoir des problèmes sociaux assez importants et tout le monde faisait le pari que la communauté afro-américaine serait impliquée dans ces problèmes sociaux, tout simplement parce que rien n'a été vraiment résolu depuis les années 60, depuis la lutte pour les droits civiques. Les droits civiques ont été acquis, certes, mais c'est vrai que cette population est toujours dans la pauvreté. Vous avez beaucoup entendu parler, je pense, du fait que la communauté afro-américaine a été très touchée pendant la crise du coronavirus, tout simplement parce que comme elle est fragilisée, eh bien c'est la plus pauvre, c'est celle qui a des problèmes d'emploi, c'est celle qui a des problèmes de logement, c'est celle qui a des problèmes de santé et d'accès à la santé. Enfin, tous les maux de la société lui tombent un petit peu dessus, comme pour tous les plus faibles à chaque fois. Et c'est vrai qu'au moment du déconfinement, eh bien, il fallait pas grand-chose pour que ça explose. Et cet événement avec la mort tragique de George Floyd a mis le feu aux poudres, bien évidemment, et c'est pour ça que ça a pris aussi rapidement et dans l'ensemble des États-Unis. Et alors, vous disiez d'ailleurs que pas grand-chose n'avait progressé pour la situation des Noirs aux États-Unis. Effectivement, c'est pas la première fois que ça arrive. Si vous revenez en arrière, il y a à peu près 30 ans, à la suite de l'interpellation d'un jeune homme qui s'appelait Rodney King, interpellation très violente, il avait été littéralement matraqué de multiples coups, c'était filmé par des policiers. Eh bien, des émeutes avaient éclaté à Los Angeles, ça avait été d'une extrême violence. D'où vient ce sentiment d'injustice face à la police? Vous avez parlé de l'injustice face à effectivement à la santé, face à l'économie. Effectivement, les Noirs sont souvent plus pauvres aux États-Unis, mais leur rapport difficile à la police, d'où vient-il? Écoutez, prenez les deux grands événements qu'on a dans les plus récents. C'est la mort du jeune Trayvon Martin en 2012, dans lequel celui qui l'a tué, qui était membre d'une milice locale, a été acquitté. Il n'a pas été poursuivi puisqu'il y a une loi qui s'appelle Stand Your Ground, je défends mon territoire, qui a permis de dire qu'il était en légitime défense. Et puis 2 ans ou 3 ans plutôt après, un autre événement, Mike Brown à Ferguson dans le Missouri, où les policiers, et en particulier Darrell Wilson, celui qui a tiré sur le jeune homme qui était désarmé, il a tiré 6 balles, a été innocenté par le jury qui a estimé qu'il était en légitime défense. Et en réalité, cette communauté noire se dit que elle qui est en face de poursuites judiciaires pour 3 fois rien, enfin c'est ce qu'elle pense, et en tout cas c'est ce qui se voit, puisque c'est souvent de la petite délinquance ou du trafic de drogue, a l'impression que quand il s'agit de blancs, il n'y a aucune poursuite, et quand il s'agit de policiers blancs, encore moins. Donc tout cela crée une colère sourde rentrée qui encore une fois, avec cet événement, on se dit c'est l'événement de trop. Et quand on a vu que les 4 policiers étaient laissés dehors, ça a été insupportable. Même aujourd'hui, l'arrestation de l'un d'entre eux ne suffit pas. Il faut que les 4 soient poursuivis, et le procureur devra d'abord s'attacher à cela, à condition, là aussi, que le juge demain ne décide pas de libérer Derek Chauvin, qui est le policier qui est l'auteur principal de cette affaire George Floyd.
Alors on va revenir d'ailleurs sur ce qui s'est passé il y a une semaine, c'était lundi dernier. Donc George Floyd, c'est cet homme qui est mort aux mains de la police, qui est un noir américain, 46 ans, a été arrêté par la police qu'il soupçonnait d'avoir essayé d'écouler un faux billet de $20 a priori. Il est interpellé, il est plaqué au sol et cette scène a été filmée, c'est vrai qu'elle est très dure effectivement. On voit les 4 policiers autour de lui, juste à côté d'une voiture et l'un d'eux, c'est celui qui est inculpé pour homicide involontaire aujourd'hui, eh bien le plaque au sol tout en maintenant son genou sur la nuque de George Floyd et on entend George Floyd implorer en disant j'arrive plus à respirer, effectivement il va mourir juste après. Alors ce policier qui a été filmé en gros plan, d'ailleurs c'est le visage peut-être le plus connu en ce moment aux États-Unis et aussi l'un des plus détestés, il a fini par être inculpé d'homicide involontaire. Vous disiez qu'il y a eu du retard, comment ça s'explique ? Ça s'explique pas en réalité. C'est dans un premier temps, on a considéré qu'il était dans sa mission de policier, puisque les 4 policiers ont fait leur rapport expliquant qu'ils avaient été mis en danger et donc comme ça se passe très souvent aux États-Unis, quand ils sont en danger, les policiers font ce qu'ils peuvent, ils répliquent et quelquefois il y a des bavures. C'est vrai que le retard est inexplicable, très franchement. Surtout quand on voit les vidéos qui sont accablantes. Mais allons plus loin. Le retard avec les 2 autres qui appuient également sur Floyd, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible que eux ne soient pas inquiétés. Bon, il y a un 4e qui est un peu plus loin. On peut toujours débattre et discuter de la nécessité de l'incarcérer immédiatement. Mais c'est vrai que c'est ces images-là qui ont révulsé totalement l'Amérique parce qu'on se dit mais pourquoi il n'y a-t-il rien pour eux? Vous avez rappelé quand même le crime, avec des gros guillemets, George Floyd, avoir utilisé un billet de $20, avoir été soupçonné de l'écouler. Écoutez, si vous avez un billet de 20 € dans votre porte-monnaie, votre portefeuille, demandez-vous s'il est vrai ou faux. Parce que si vous arrive ce genre d'aventure, parce que vous allez payer avec, franchement, tout le monde n'est pas spécialiste de la monnaie pour savoir détecter s'il est vrai ou faux. La moindre des choses, si on pense qu'il a écoulé, c'est de l'interroger avec peut-être un peu plus d'égard que ça, vu la taille du crime qui est quand même très... Et nous sommes rejoints justement, Jean-Éric Brunat, par un deuxième invité, François Durper, historien des États-Unis, cofondateur du laboratoire Bonheur à l'université de Cergy-Pontoise et auteur de ce livre. On vous a reçu d'ailleurs il y a une semaine, Histoire mondiale du bonheur. C'est publié au Cherche Midi. François Durper, bonjour. Bonjour et bonjour à Jean-Éric. Et bonjour François. Alors, on est loin du bonheur. Aujourd'hui, on est revenu à votre première spécialité, François Durper. Effectivement, ces images d'émeutes, ces images de colère. Il y a un terme qui est apparu aux États-Unis. On n'avait pas l'habitude de l'entendre dire aux États-Unis, alors qu'on le connaît bien en France quand il y a des manifestations. Souvent, quand c'est des manifestations violentes, c'est le terme Antifa pour antifasciste. Donald Trump a carrément appelé sur Twitter à classer les Antifa comme une organisation terroriste. C'est quoi la réalité du mouvement Antifa aux États-Unis, François Durper? Ça va être compliqué de classer le mouvement Antifa comme organisation terroriste pour 2 raisons. La première raison, c'est que le département d'État peut désigner des organisations étrangères comme groupe terroriste, mais il n'y a pas de loi américaine, aussi paradoxale ça puisse paraître, sur le terrorisme intérieur. Premier problème juridique. Le deuxième, c'est qu'Antifa, vous le savez, que ce soit aux États-Unis ou en France, c'est pas une organisation. C'est une mouvance antifasciste. Il faudrait aussi prouver que Antifa est impliqué. On a beaucoup vu sur les réseaux sociaux des accusations d'un côté sur Antifa, de l'autre côté sur des provocations de suprémacistes blancs. Mais la réalité, c'est que ça traduit le désarroi de la Maison-Blanche. Pourquoi? Parce que pour l'instant, la Maison-Blanche, vous avez 2 mouvements. Vous avez plutôt d'un côté Jared Kushner qui dit attention à ne pas s'aliéner le vote afro-américain et surtout que le vote afro-américain ne soit pas le carburant de l'électorat de Joe Biden dans quelques semaines. Et puis de l'autre côté, Mark Meadows. Parce qu'on le rappelle, on est en pleine campagne présidentielle. Bien sûr, on va arriver sur la présidentielle, on est dans la campagne. Et de l'autre côté, Mark Meadows, qui est le chef de cabinet, qui fait pression sur Donald Trump, si tant est qu'on puisse faire pression sur lui, pour un grand discours, la loi et l'ordre, un discours qui parlerait à la nation, mais un peu, si vous voulez, dans le ton de Richard Nixon 1968, en appelant la majorité silencieuse. Et il y a une coalition
d'ailleurs de Cops for Trump, les flics pour Trump. Donc il a beaucoup aussi à jouer sur la crise qui est en train de se produire. Alors on a vu aussi une autre image qui a fait qui a énormément circulé sur les réseaux sociaux, c'était des policiers, alors là pour le coup pas forcément pour Trump, on ne sait pas pour qui ils ont voté, il y en avait peut-être d'ailleurs, mais qui eux se sont mis à genoux, ils étaient filmés ou photographiés pour demander pardon pour les violences policières. Ça c'est une scène qu'on imaginerait difficilement en France. Est-ce que c'est assez répandu parmi la police ? Alors, cette image, elle est importante. Oui, on a vu beaucoup d'images de cet ordre-là cette nuit, de deux manières, hier aussi et tout le week-end. Ça montre quoi? Ça montre qu'on n'est pas... Il y a beaucoup de comparaisons qui ont été faites à 1967, les émeutes de Detroit, etc. On n'est pas complètement dans l'Amérique des années 60 pour deux raisons. D'abord, c'est qu'une partie des policiers sont sensibles à cette problématique, et vous l'avez vu, quand il se met un genou à terre, c'est quand même, vous dites, est-ce qu'il veut Trump? Sans doute pas, parce que il fait référence à Colin Kaepernick et à la Ligue de football américain. Et là, vous savez que c'est un mouvement très très fort qui a été dénoncé par Donald Trump, qui a même à un moment donné appelé au boycott des matchs joués par Kaepernick en disant il peut plus jouer, c'est impossible, en disant c'est une offense à l'hymne américain. D'une part. C'était un joueur qui s'agenouillait pendant l'hymne américain quand les autres se tenaient debout en mettant la main sur le cœur. Exactement. Et pourquoi il s'agenouille? Justement pour rendre hommage. Il a dit aux vétérans en disant moi je veux faire un geste qui témoigne de ma protestation, mais tout en étant un geste d'hommage et pas un geste irrespectueux sur le plan du patriotisme. Deuxième aspect qui est très différent des années 60, c'est que le métissage est passé par là, la mixité est passée par là. Il y a eu une tribune il y a quelques heures d'un papa blanc qui disait j'ai peur pour mon fils. Ben oui, mon fils est métis, mais dans la rue, métis ça veut dire noir pour beaucoup de policiers américains. Et puis vous avez vu Chiara Di Blasio, la fille du maire de New York. Le maire de New York est d'origine italienne, mais sa fille, elle, est afro-américaine par sa mère. D'ailleurs, ils avaient beaucoup joué sur leur multiculturalisme, pas dans la campagne municipale, mais dans la campagne précédente, quand il est rentré au conseil municipal. Ça s'appelait leur affiche Meet the Blasios. Rencontrer les Blasios, c'est en fait leur seul thème de campagne. Enfin, un de leurs thèmes, en tout cas de leur affiche, c'était regarder la diversité incroyable. Notre famille est à l'image des États-Unis d'aujourd'hui. Cette famille, elle est un peu divisée ce week-end, avec le papa qui dit attention, retournez chez vous, pacifisme, faites attention, et puis la fille, 25 ans, qui est dans les manifestations et qui est aux côtés de ses petits camarades noirs et blancs. C'est tous les ingrédients, effectivement, pour un débat passionné, une grande division nationale. Jean-Éric Brana, vers quoi on se dirige, si tant est qu'on puisse le prédire d'ailleurs, ou l'imaginer en tout cas? Est-ce qu'il faut imaginer que le gouvernement fédéral va envoyer la garde nationale, en tout cas si les gouverneurs l'autorisent, et qu'il va durcir la répression de ces manifestations ou de ces émeutes, ou est-ce qu'au contraire, on peut aller vers, disons, un certain apaisement qui viendrait de la Maison-Blanche? Écoutez, pour répondre à votre question, je vais compléter celle de François précédente en liant les deux, puisque en réalité, je crois qu'on peut continuer la comparaison ou la non-comparaison avec 67-68 en disant aussi que la nature est très différente, parce que les manifestants de 67-68 étaient en guerre avec la société. C'était les jeunes qui refusaient, pour faire simple, l'autorité de leurs parents et qui refusaient tout ce que représentaient leurs parents. Ils avaient les cheveux longs parce qu'on voulait qu'ils aient les cheveux courts, ils étaient nus parce qu'on voulait qu'ils soient bien habillés. Ils étaient hippies avec des fleurs parce qu'on leur demandait d'aller à l'université et de penser comme leurs parents. Et c'est ça qui a fait peur à cette société. Et la tentative de Nixon de faire voter le vote silencieux, comme le rappelait François, a pu fonctionner parce que justement cette population a pris peur. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de ça. Les gens qui sont dans la rue ne sont pas en guerre avec la société. Ils sont en guerre avec le fait qu'ils ne soient pas reconnus dans cette société, ce qui n'a vraiment rien à voir. Ils demandent de l'égalité, ils demandent d'avoir les mêmes droits, ils demandent à ne plus être jugés sous la couleur de leur peau, comme disait Martin Luther King, puisque Martin Luther King avait deux casquettes. Il se battait pour les droits civiques, mais il se battait aussi pour la reconnaissance de cette population, et notamment pour la lutte contre la pauvreté. Et c'est bien de ça dont il s'agit aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui va arriver derrière? Et eh bien, c'est tout l'enjeu est dans cette campagne électorale. Biden a annoncé dès le départ
savoir où il allait. Il a dénoncé le racisme systémique qui est dans cette société. Ayant prononcé ces paroles qui sont très fortes, il est obligé aujourd'hui de présenter un plan pour guérir ce racisme systémique. Et donc il se retrouve dans la situation de Barack Obama en 2008, qui avait proposé une société post-raciale. Il lui faut reprendre ce flambeau pour aller dans l'achèvement de cette société post-raciale que Barack Obama n'a pas pu achever alors qu'il était face à une crise économique sans précédent. Or, c'est très difficile pour Biden parce qu'il va aussi avoir à régler cette crise économique. On la voit venir droit devant nous à la suite du coronavirus. Donc, c'est ça qui se prépare aujourd'hui du côté de la campagne dans l'immédiateté. À plus long terme, c'est la transformation de l'Amérique. On le sent bien. Aujourd'hui, les minorités prennent le pouvoir, si je peux le dire ainsi. Il ne s'agit pas de provoquer qui que ce soit en disant cela, mais elles deviennent la majorité. L'ensemble des minorités deviennent la majorité. Autrement dit, les Blancs deviennent une minorité comme les autres. Et donc, cette société doit se réinventer. Les liens doivent se réinventer différemment et l'égalité doit se faire un peu plus naturellement. Une société plus inclusive, c'est ce que demandent en gros les plus jeunes, la génération Z ou la génération Y, qui veulent moins de politique, mais plus d'inclusion et plus de générosité. Merci Jean-Éric Brana. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en société et politique aux États-Unis. Vous êtes à l'université Paris-Assas et vous êtes l'auteur de ce livre « Rien ne sera plus comme avant, l'Amérique au temps du coronavirus ». C'est publié chez VA Éditions. Merci à François Durper, également historien des États-Unis et auteur de ce livre qui vient de paraître « Histoire mondiale du bonheur ». C'est publié au Cherche Midi. En tout cas, toute cette situation nous promet une campagne présidentielle américaine encore plus passionnée, voire dure, et bien que ce qu'on aurait pu imaginer.